Si tout le monde était d'accord, cette émission n'existerait pas. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de Ça se débat, saison 1, épisode 53. Comme la célèbre coccinelle, Choupette. Et pourquoi 53 ? Parce que ce chiffre fétiche rend hommage à Don Drysdale, célèbre joueur de baseball des Dodgers de Los Angeles. Petite séquence nostalgie pour vous, chers téléspectateurs. Au sommaire de l'émission ce soir, Gal Hirsch déclare que les manifestations en faveur des otages ont aidé le Hamas. Qu'en pensent les débatteurs ? Réponse dans quelques minutes. 4 débatteurs, 4 informations, 4 polémiques, 4 séquences à ne pas manquer. Rendez-vous dans 15 minutes pour le tour de l'info. Les manifestants iraniens aux oubliettes. Les menaces guerrières américaines aux oubliettes. Les espoirs de changement de régime aux oubliettes. Les espoirs de paix au Moyen-Orient. De l'histoire ancienne, place aux négociations sur le nucléaire. Donald Trump s'est-il débiné face au Mollah ? Débat à 21h30. Interview du tac au tac avec Monsieur Yona Cheno, conseiller en programme Massa, avant la carte blanche avec Monsieur Julien Assal, conseiller en programme Darka. Vous êtes bien installés sur votre canapé ? Allez, c'est parti. Pas mal. Saison 1, épisode 53, en compagnie, en plateau, avec nous, à Tel Aviv, Meir Habib. Bonsoir Meir. Bonsoir Raphaël, je suis très heureux d'être en Eretz Israël, à Tel Aviv. J'étais tout à l'heure à Jérusalem, et respirer l'air de la Terre Sainte fait du bien. Un petit mot, on a des nouvelles de votre procès qui vous oppose à David Guiraud. Des nouvelles pour nos téléspectateurs, allez-y. Écoutez, c'est une nouvelle qui n'est pas anodine. Ça fait quelques semaines, vous l'entendez, il fanfaronne, il va écrire un livre sur la boue du génocide, sur l'ambiance du procès, et tout le monde a décuplé les traitant de cochons carrés. C'est la plus vieille antisémite qui a jamais été faite contre les Juifs. Et je suis un peu réconcilié aujourd'hui avec la justice française, parce que le parquet, et c'est rarissime, le parquet a fait appel de la non-condamnation de Guiraud. Je trouve ça normal. Je ne sais pas si vous avez aimé, mais ça a été vu en Mondiovision. Il m'a traité 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois de porc. Et avant de venir au procès, il a dit qu'il venait s'excuser, évidemment, mais devant les cochons, de l'avoir comparé à Meir Habib. Donc aujourd'hui, on va retourner un procès, donc il va arrêter de fanfaronner. On va le faire condamner pour antisémitisme. J'en ai parlé avec mes avocats, Olivier Pardo et J. William Goldnadel. Il y a Aude Weidrenal qui a été aussi remarquable et pas mal d'autres avocats. On va faire condamner, et ça va être une première fois, un membre éminent d'Insoumis qui veut être aujourd'hui maire de Roubaix. Vous savez, il a fait son grand meeting avec Jean-Luc Mélenchon. Meeting avec Mélenchon. Et je suis devenu au dernier. En fait, chez les antisémites, chez les islamo-gauchistes, d'être contre Meir Habib, ça les renforce, parce que je suis l'image d'Israël, de l'attachement à Eretz Israël, à la politique ferme du Premier ministre de l'État d'Israël, etc. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle et la justice va le condamner, croyez-moi. On a rendez-vous devant la cour d'appel. On suivra ça sur i24 News. En face de vous, bonsoir David Benichai. Bonsoir. Comment allez-vous ? Ça va. Un mot sur une star israélienne. Une star, une étoile, All-Star NBA, Denis Avdia. Ah, magnifique. Dans l'histoire de l'État d'Israël, vous suivez un peu le basket, j'imagine. C'est extraordinaire comme nouvelle. Oui. Le premier Israélien. Tout à fait. J'ai un peu honte parce que je suis pas très sport de façon générale. Ça veut dire mais je suis très heureux. Il ne faut pas dormir la nuit aussi. Moi, je me réveille la nuit pour suivre ces matchs. Moi, magnifique. Je suis très heureux qu'il y ait des acteurs, des sportifs qui arrivent à des niveaux internationaux et qui rendent à Israël sa grandeur. Et c'est très bien, c'est une bonne chose. Et à Paris, heureux de retrouver Myriam Palomba. Bonsoir Myriam, comment allez-vous ? Ça va, merci. Mais Habib vous manque peut-être un côté de vous à Paris. Moi, elle me manque. Complètement. D'ailleurs, j'étais déçue parce qu'il a dit oui, c'est bon de ressentir la Terre Sainte et il n'y avait rien pour moi qui, quand même, sont plutôt bons. On t'attend, tu es la bienvenue, Myriam. Bien sûr, vous êtes la bienvenue sur ce plateau. Myriam, est-ce que vous avez suivi, vous, cette nuit, peut-être pas la NBA, mais la cérémonie des Grammys, très politique cette année ?
Oui, j'ai vu ça très politique. C'était l'occasion pour eux de dénoncer la politique immigratoire de Donald Trump. Enfin, moi, j'aimerais juste quand même leur rappeler que l'ICE ne date pas de Donald Trump, mais de 2003. Après, il y a des choses. C'est vrai que ce qui s'est passé à Minneapolis, c'était juste abominable. Il y a quand même 2 Américains qui sont morts parce que 2 policiers se sont pris pour des gros caïds. Donc oui, effectivement, cette politique d'immigration, même si je la comprends, est à faire avec des pincettes parce qu'elle peut aller très loin. Et à vos côtés, Caroline Sportes. Bonsoir Caroline, comment allez-vous? Bonsoir Raphaël, comment ça va? Très content d'être là d'habitude, aussi avec vous. C'est vous qui êtes là ici à Tel Aviv. Cette fois, vous êtes à Paris et vous avez un conseil littérature, un livre à recommander à nos téléspectateurs. Oui, oui. Oui, alors on va pas dire que c'est pas de la littérature. Je pense que c'est un livre nécessaire. Ça s'appelle La vie en grand. Voilà, je vous le montre. Voilà, c'est un livre qui est consacré aux enseignements de la rabbinite Nathalie Ben-Chetrit. Alors, on connaît plus son époux, le grand Rav Ben-Chetrit, dont les enseignements sont très, très précieux. Mais sa défunte épouse, Nathalie Ben-Chetrit, avait aussi des enseignements très, très, très précieux. Et je vous conseille vraiment d'acheter ce livre, notamment sur l'éducation, sur la façon de vivre. C'était une femme extrêmement solaire, très joyeuse, qui menait de front sa vie de femme, de mère, vraiment une femme extraordinaire. Et ce que demande le Rav, si c'est possible, c'est que quand vous le lisez, eh bien, vous dédiez cette lecture à sa neshama, voilà, à la neshama de la rabbinite Ben-Chetrit. De sa femme. Ouais. Merci beaucoup à tous les quatre. Voilà. Les présentations sont faites. Découvrons à présent quels débatteurs ont gagné les face-à-face de l'émission de jeudi. À la question « La communauté internationale ressuscite-t-elle le Hamas via l'aide humanitaire ?» Vous êtes d'accord à 92% avec Samuel Lévy. Et à la question « L'Union européenne est-elle ridicule face à l'Iran ?» Vous êtes d'accord à 92% également avec Jean Messia. Passons tout de suite au premier débat de cette émission. Un groupe d'anciens otages exige la démission de Gal Hirsch, coordinateur pour le retour des otages. Pourquoi ? Il a déclaré que les manifestations en faveur des otages avaient aidé le Hamas. Ce clash a inspiré l'équipe de SAS Débat et nous avons posé cette question aux débatteurs. Les manifestations pour la libération des otages ont-elles aidé le Hamas ? Meir Habib a répondu oui et David Ben-Ishai a répondu non. SAS Débat saison 1, épisode 53, face à face numéro 1. Allez, c'est parti. Vous commencez, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. David, vous connaissez le principe, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt ? On est prêt. On est prêt en régie. Meyer, c'est à vous. Si les manifestations pour la libération des otages partent d'une intention légitime, dans les faits, elles ont objectivement, comme l'a dit Gal Hirsch, servi la stratégie du Hamas. Pourquoi ? Parce qu'elles ont déplacé la pression d'un groupe terroriste barbare qu'est le Hamas sur des gouvernements démocratiques qu'est le gouvernement de l'État d'Israël. Le Hamas a compris que l'opinion publique occidentale faisait pression sur Israël et il gagnait un levier incroyable dans la notoriété et en cédant rien. En résultat, les otages sont devenus un outil de chantage médiatique et politique. Chaque manifestation envoyait un message suivant. Retenir des civils fonctionne. Ça renforce la valeur stratégique des otages pour le Hamas, prolonge leur captivité et ça a encouragé cette méthode et surtout à le refaire dans l'avenir. Tout le monde, évidemment, voulait la libération, prier pour la libération des otages. En compatissant, on ne doit pas être naïf. La responsabilité de la libération des otages incombe uniquement à ceux qui les détiennent, le Hamas. Merci beaucoup, Meyer. David, c'est à vous. Écoutez, on peut gloser pendant des heures. Il y a une chose qu'il faut faire qui est très simple, demander l'avis aux otages. Et ils sont unanimes dans tous les interviews. Le fait que nous soyons dans la rue a empêché nombre d'otages de se flinguer. Ils tenaient grâce au sentiment de solidarité des Israéliens qui étaient dans la rue et qui prononçaient leur nom. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à chaque fois que Ben Gvir ou Smotrich ou qui que ce soit dans le gouvernement énonçait des choses ou se comportait de façon de contrôle vis-à-vis de Barghouti, etc., ils étaient roués de coups. Et quand, troisième élément, et quand le Hamas a vu l'importance pour le peuple d'Israël de sauver ces personnes, ils les ont
relativement, ils les ont pas tués, ils les ont contenus, ils les ont gardés, même s'il y a eu des sévices, ça c'est indéniable, des sévices sexuels, etc. Donc il y a une chose qui est sûre. Premièrement, il faut dire, nous avons attendu entre le mois d'octobre et le mois fin janvier, pendant 4 mois, la position des gens qui manifestaient était de dire on ne bouge pas pour soutenir nos soldats. C'est ce qu'on a fait. Merci beaucoup à tous les deux. Myriam Palomba à Paris, est-ce que vous êtes d'accord avec l'argumentaire de Meyer Habib ou celui de David Ben Ishaï? Alors, un peu des deux, mais je vais m'expliquer pourquoi. Je comprends que d'un point de vue stratégique, ça peut effectivement servir le Hamas de dire que les manifestations montrant le soutien aux otages puissent influencer le Hamas dans la captivité de ses otages. Maintenant, la question que je me pose, et c'est là où je vais rejoindre David, quel est l'intérêt de le dire maintenant en fait? Pourquoi aujourd'hui dire une chose pareille alors que les otages, malheureusement, sont tous rentrés à la maison vivants ou morts, que ça a laissé un terrible traumatisme. Pourquoi sortir cette phrase aujourd'hui? Pourquoi revenir là-dessus aujourd'hui? J'avoue que je trouve ça irrespectueux par rapport aux familles des otages et surtout, je trouve que d'un point de vue timing, ça n'a vraiment rien à voir et que franchement, c'est vraiment être dépourvu de toute sensibilité que de sortir ce genre de choses. Caroline Sportes, les manifestations ont permis d'exprimer une colère, oui, mais ont-elles, selon vous, influencé la libération des otages? En tout cas, alors pour le coup, je suis très souvent d'accord avec M. Habib, mais là, je suis plutôt d'accord avec David et avec Myriam. Je pense que ces manifestations, elles étaient de toute façon inévitables. Comment voulez-vous ne pas être dans la rue? Comment voulez-vous ne pas vous exprimer? Ne pas laisser parler votre cœur, votre peine? C'était impossible. De toute façon, c'est impossible. Je pense que ce qui est bénéfique, c'est qu'effectivement, comme l'a dit très justement David, ça a permis aux otages qui avaient accès aux informations, parfois à la télévision, etc., de voir que tout le peuple, même tout le peuple juif, pas qu'Israël, tout le peuple juif était derrière eux. Donc ça, c'était essentiel. Et je ne pense pas que ça ait finalement servi les intérêts du Hamas, parce que le Hamas sait pertinemment la préciosité et la valeur d'une vie juive. Il le sait très bien. C'est d'ailleurs pour ça que c'est ce qui est le pire pour nous, le pire scénario, c'est d'être pris en otage, parce qu'ils savent très bien que quoi qu'il arrive, nous ferons tout, et ça a été le cas pour ramener les otages. Et comme dit très justement aussi Myriam, cette réflexion n'a aucun intérêt aujourd'hui. Une fois que tout le monde est rentré à la manœuvre. J'écoute ce qui se dit, et en réalité, tout peut avoir sa place. L'émotion, elle est là. De sortir dans la rue pour dire libérer nos otages, évidemment, c'est important. Ce qui m'a fait beaucoup de mal, c'est que ces manifestations, et c'est ça la réalité, elles étaient destinées à faire tomber le gouvernement de Netanyahou. En permanence, mais beaucoup. Mais c'est la réalité. Vous le savez, tu es responsable. Oui, ça c'est vrai. Mais j'étais aussi dans la rue. Moi, j'étais dans la rue. Et à la fin, je me suis dit, à un moment donné, j'allais toutes les semaines au Trocadéro à Paris pour demander la libération des otages. Et j'y allais toutes les semaines. Et puis un jour, j'ai arrêté d'y aller. On est en train c'est ce que cherche le Hamas. Il suivait mot à mot, il parle parfaitement l'hébreu, mais bien sûr que ça nous touchait. On ne rêvait que de ça dans toutes nos prières, dans toutes les synagogues, dans tous nos événements festifs, on parlait des otages. Les prières de la libération des otages sont rentrées partout. Donc tout le monde est d'accord là-dessus. C'est ça qui a fonctionné. Mais la stratégie, c'est la seule chose qui a fonctionné. C'est le peuple qui a fonctionné. Mobilisé. J'ai passé 1 heure avec Benjamin Netanyahou aujourd'hui. Ce qui a fonctionné aujourd'hui, c'est la force de ne pas céder à leur desiderata, de ne l'avoir pas arrêté trop tôt, d'avoir pas cédé sur l'axe de Philadelphie. C'est ça la réalité des choses. Si je peux dire, Raphaël, si je peux dire une chose. Attendez, David a préparé. Je vais réagir à un propos qui a été tenu ici et qui me paraît très important, parce que je pense, mesdames, que vous ne comprenez pas ce qui se passe en ce moment. Lorsque vous avez un gouvernement qui a amené, pour toutes sortes de raisons, je peux élaborer pendant des heures là-dessus, les conditions favorables à l'attaque du 7 octobre, la moindre des choses aurait dû être pensée dès le 8 octobre, c'est la mise en place d'une commission d'enquête d'État. Et vous aurez des affaires et des réflexions à répétition dans la presse, dans la société civile,
Non, dans mais la ça, c'est façon un dont autre c'est sujet. passé, Ça, les c'est un raisons autre pour lesquelles sujet. c'est passé. Il va y avoir une parce commission qu'il n'y a d'enquête, pas tenue C'est par la un gauche, autre et sujet. qu'elle soit Faut de équilibrée justice. par tout Non, l'arc non. politique. Non, C'est il y a des ça. lois en Israël. Non, Mais il y a des il n'y lois. a aucune loi. Ce que Une veut la commission gauche d'enquête aujourd'hui, nationale, c'est une commission c'est- parlementaire qui soit là pour faire tomber Raphaël, la Caroline, Il faut Caroline, qu'il y ait Caroline, justice. Myriam, après on Raphaël, avance. si je peux dire un mot. Allez-y. Et après Myriam, et on Raphaël, avance. si je peux dire juste un mot. Allez-y, Caroline. Si je peux dire juste un mot. Alors, c'est sûr que, comme dit Meyer, et ça, moi, je l'ai vécu également, j'allais aux manifestations de soutien aux otages, et à chaque fois qu'on parlait de Benjamin Netanyahou, il y avait des sifflets, et ça, c'était insupportable. C'est vrai qu'il y avait une connotation quand même politique. Et il fallait pas non plus que le Hamas puisse se servir de cette désunion du peuple. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Vous pouvez pas dire le contraire. Et puis bon, c'est quand même toujours... David, c'est toujours la même chose, quoi. Dès qu'on peut taper sur Benjamin Netanyahou, même quand c'est même pas le sujet, je trouve ça assez Myriam, agaçant. Ça m'agace. Myriam, le mot de la fin. C'est pas Myriam, taper sur la David, chaîne. David. C'est Alors, moi, faire je voudrais justice. juste- Hop, Le David. peuple voudrais- réclame justice. Je voudrais Ok, Myriam, rassurer. le mot de la fin et on avance. Je voudrais rassurer David. On a très bien compris qu'il y avait des responsabilités et que Benjamin Netanyahou essayait d'échapper à cette cette commission d'enquête sur le 7 octobre. Pas du tout. Et Il y en aura contrairement une. à ce que dit David, moi Il y aura pas une vrai. commission d'enquête. moi, Il y aura une commission j'espère, d'enquête. parce C'est que ça qu'il faut effectivement, expliquer aux les téléspectateurs. responsabilités Mais elle doivent ne sera être- pas faite par les la Cour responsabilités suprême doivent qui est à être gauche établies. et qui aujourd'hui. Non, c'est faux, Mais ça. si, C'est non, n'importe mais quoi. ça doit être. C'est des poncifs. Ça doit être. Mais c'est Les la messages du coup réalité. de On la avance. Cour suprême. Allez, merci à tous les quatre pour On ce connaît, premier on débat connaît, consacré les à éléments de cette- langage, on les connaît. Myriam, vous vouliez finir Myriam, allez-y Myriam. Non, mais Allez-y. je trouve qu'effectivement, en tout cas, une chose est sûre, c'est que ces propos n'avaient pas lieu d'être aujourd'hui et Oui. que c'est Très bien. totalement indécent de les avoir Très bien. tenus. Merci à Complètement tous les déplacé. quatre pour ce premier débat consacré à cette polémique sur les manifestations pour la libération des otages. Je pense que les téléspectateurs ont bien compris vos positions respectives. Un détour maintenant par le tour de l'info. Myriam Palomba, vous aviez la parole. Je vous la redonne. Un article de nos confrères du Figaro. L'eurodéputée et petite-fille de Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, a affirmé dimanche qu'elle ne croyait pas que son grand-père était antisémite, tout en rappelant avoir condamné ses propos polémiques passés. David Benichai rigole, et vous, qu'en pensez-vous ? Moi, ce que j'en pense, je le connais pas, je l'ai pas connu personnellement, et c'est vrai que certaines personnes qui l'ont connu me disent qu'il n'était pas antisémite. Reste que quand même, il a eu des propos négationnistes qui sont méga choquants et qui n'avaient pas lieu d'être dans la bouche d'un homme politique français. Moi, je suis désolée quand on dit que l'existence des chambres à gaz est un point de détail de l'histoire, c'est juste inadmissible. Et j'aimerais vraiment le dire que l'antisémitisme est quelque chose à combattre vivement. Aujourd'hui, s'ouvre, si vous me permettez, Raphaël, de dire juste deux mots là-dessus, s'ouvre le procès de mon oncle René Adjadj, et qui a été assassiné et dont l'antisémitisme a été accepté par le tribunal comme cause de son assassinat. Donc je pense que un homme politique ne peut pas tenir ses propos, qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, c'est juste dégueulasse. Et je voudrais soutenir Muriel Wakin qui est au procès à Lyon pour défendre la mémoire de mon oncle René Adjadj. Muriel Waknin-Melki, avocate de l'OJE, que nous recevons souvent sur ce plateau et qui fait un travail extraordinaire depuis le 7 octobre et même bien avant le 7 octobre. Meyer Habib, votre information. Entièrement bénévole. Regardez cette publication X de Vincent Cheba, de NGO Monitor. Vous connaissez Vincent Cheba, il est souvent invité ici sur ce plateau également. Une image vaut 1000 mots. Il y a quelques semaines, je dénonçais Grégory Doucet pour avoir fait du docteur Oussam Abou Safia un citoyen d'honneur de la ville de Lyon. En effet, comme l'avait révélé Ethan Fischberger, à l'appui de dépêches provenant de Gaza, Oussam Abou Safia n'est pas qu'un simple médecin et directeur d'hôpital. Il est également colonel du Hamas. Comme d'habitude, et de nombreux médias, ONG et figures publiques ont rejeté ces faits et bien sûr dénoncé Israël pour l'arrestation d'Abou Safia. Pour ma part, j'ai analysé, donc c'est Vincent Cheba qui parle, analysé le compte Facebook du service de santé militaire de Gaza, contrôlé par le Hamas, et hop, j'ai mis la main sur la photo de le docteur Oussam Abou Safia en uniforme militaire. Merci au New York Post d'avoir couvert cette pépite. Cet homme est citoyen d'honneur
d'une des plus grandes villes françaises, Lyon. C'est une honte, c'est un scandale. C'est l'islamo-gauchisme qui prend de plus en plus de place dans la vie politique française. Et croyez-moi, vous allez avoir des surprises lors des prochaines municipales. Ils sont en train de s'organiser, ils sont de plus en plus structurés. Et leur essence, leur moteur, leur fond de commerce, c'est la haine d'Israël et donc la haine des Juifs. C'est ça la réalité, c'est ça ce qui est en train de se passer chez nous, en France. Ça s'est passé d'ailleurs, entre parenthèses, à New York, il n'y a pas si longtemps. C'est pas anodin. Et je vais vous dire, c'est bravo à Vincent Cheba, encore une fois. Est-ce que ça m'étonne? Évidemment pas, on le sait. On le sait. Ils ont transporté avec le croissant rouge des armes, des assassins. Mais la fin justifie les moyens pour la destruction de l'État d'Israël chez eux. Et Francesca Albanese a réagi à cette publication en disant « Libérez les otages gazaouis ». Voilà, il faut retenir ça aussi. Caroline Sportes, quel enfer. Israël s'apprête à mettre fin aux activités de Médecins sans frontières à Gaza le 28 février 2026. Cette décision intervient malgré les affirmations de MSF la semaine dernière encore, selon lesquelles l'organisation fournirait à Israël la liste de ses employés nécessaires pour poursuivre son travail à Gaza en tant qu'ONG. Bonne ou mauvaise décision? Et pourquoi MSF refuse de livrer cette liste à Israël? Très très bonne décision qu'on salue, parce qu'il faut quand même tirer les leçons de ce qui s'est passé. Alors d'abord la demande est très simple, je ne vois même pas pourquoi on ne fournit pas cette liste, et la demande est surtout extrêmement légitime. Je vous rappelle le précédent de l'UNRWA qui n'est pas très ancien. Pendant des années, l'UNRWA a bénéficié d'un niveau de confiance absolument exceptionnel, et on a vu ce que ça a donné le 7 octobre. On a clairement identifié des employés de l'UNRWA qui étaient clairement des terroristes du Hamas. Donc Israël ne fait qu'appliquer une mesure de sécurité minimale que l'on peut saluer. Et d'ailleurs, on s'étonne de l'absence de transmission de cette liste qui est demandée, qui devrait être très simple à fournir. David Ben Ishai, politique israélienne cette fois pour vous. Le député Yair Golad, président du parti Les Démocrates, a déclaré ce matin que si son parti arrivait au pouvoir, il n'allouerait pas de budget aux communautés israéliennes de Judée-Samarie. Cette phrase a été condamnée d'ailleurs par Yair Lapid. Est-ce que vous approuvez cette décision, cette potentielle décision de couper les budgets pour les villages juifs et les villes juives de Judée-Samarie? Et il les augmentera pour les Arabes. Bon, déjà, il faut un peu de justice, mais ce qui se passe depuis un certain temps, depuis qu'il y a ce gouvernement, c'est qu'il y a des flux d'argent, ça s'appelle les milliards, des accords de coalition, qui vont chez les orthodoxes, qui vont dans les territoires, et on voit bien le nombre de localités qui sont construites. Et c'est un bonheur, et c'est magnifique. Ok, super, c'est un point de vue. En ce qui concerne, donc aujourd'hui, on n'a jamais eu 7 milliards et demi de fonds de coalition qui vont dans ces infrastructures. Les électeurs des partis sionistes religieux ont voté pour ça, d'un autre côté. Ils n'ont pas voté pour ça. Ça, c'est les accords de coalition. Oui, c'est pas la même chose. Ils ont voté pour les partis. On vote pour les partis et on ne vote pas nécessairement pour les accords. Et ce qu'il en est, d'ailleurs, je ne pense pas que les gens aient voté pour le 7 octobre. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre, c'est que ça ne peut pas continuer. Et je vais vous dire une chose, en regard de ces fonds, il y a comme une situation qui est quotidienne, des exactions quotidiennes. Ce que moi j'appelle, et je vais hérisser le poil de tout le monde, un nettoyage ethnique. On est en train d'attaquer village après village et de faire dégager tous les Bédouins. Si. C'est ce qui est en train de se passer. Ces paroles sont graves. Il n'y a pas un juif il faut mesurer ces paroles. Il n'y a pas un juif qui vit à Gaza. Je mesure. Pas un juif qui vit dans les villes arabes. Exactement. Il y a 2,5 millions d'Arabes qui vivent en Eretz Israël, qui ont les mêmes droits. Très bien. Baladez-vous à Yafo. Je vis à Yafo. Je rentre à Jérusalem dans la pharmacie où travaille ma sœur. Il y a sur 60 on est en train de tout mélanger. Et donc, il n'y a aucun problème. Non, 2,5 millions d'Arabes en Israël, il n'y a pas de problème. Mais pour vous, qu'un juif habite en Judée, ce qui se passe en Judée-Samarie. Il faut augmenter. C'est un mensonge, c'est de la propagande. Vous êtes en train d'alimenter les antisémites. Il n'y a aucun nettoyage ethnique. Vous savez qui l'a dit? Vous savez quelle est la personne qui l'a dit? Je ne sais pas qui l'a dit, c'est un mensonge. Mieux que ça. Bougaïa Alon, ancien chef d'état-major, ancien ministre de la Défense, qui était à l'extrême droite, qui était mort politiquement, qui a fait moins de 1% aux élections. Caroline. Raphaël. Caroline. Juste un mot. David, nous souffrons suffisamment de l'abus des termes. Depuis le 7 octobre, on entend le mot génocide à tout va. Et on sait très bien. Il n'y a pas eu de génocide, je vous rappelle. Nettoyage ethnique, vous êtes en train de parler de mots de nettoyage ethnique, c'est une honte. Vous parlez, attendez.
Attendez, mais vous parlez de nettoyage ethnique, mais mesurez vos paroles. Je mesure. Alors, ouvrez un dictionnaire, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ouvrez le journal. Vous dites n'importe quoi. Ouvrez la presse israélienne. Vous dites n'importe quoi. Tous les jours, vous dites dans ce pays, quoi. tous les jours, on ferme les yeux sur des exactions des gens. Voient leur maison brûlée, les Juifs. D'accord, il y a même des morts qu'on déplore. Et l'armée ne bouge pas, la police ne bouge pas. Mais le nombre de Juifs qui sont assassinés dans les territoires et partout en Eretz Israël. Non, mais attendez. Déplorer des actes. Non, mais déplorer des actes isolés, c'est une chose. Parler de nettoyage ethnique, c'est autre chose. Oui, faites attention aux mots, les gens nous regardent, les gens nous écoutent. Donc vous devez faire attention à ce que vous dites, c'est tout. C'est simple. Ça veut dire que c'est c'est exact. Il n'y a pas de juifs qui vivent. Non mais arrêtez vos louperies, ça ne veut rien dire. On a des gens en Israël qui nous parlent de nettoyage ethnique, bravo. C'est la réalité. C'est malheureusement la réalité. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de juifs qui vivent dans les villes arabes. C'est une réalité. Vous ne pouvez pas le nier. Alors qu'il y a des arabes très heureux qui vivent ici avec nous. C'est tout. Ça n'a rien à voir. C'est tout. On parle pas d'Israël, on parle de juifs. Merci à tous. Il reste 8 secondes. Il est l'heure de marquer une courte page de pub. Restez avec nous sur i24 News. À tout de suite. Des offres qui vont vous faire retomber amoureux de votre maison. Salle à manger, salon, fauteuil, Shumrat Azorea, tout l'ameublement de la maison en un seul endroit. Vous vous souvenez de cette époque ? On entendait ça quand on allait sur Internet. On mettait 1 heure pour écrire un texto. Les téléphones à clapet étaient cool. Et on découvrait les forfaits illimités. Jusqu'à aujourd'hui, où on stream, on fait des stories, des tutos, des vocaux, des visios. Mais tout ça pour dire les mêmes choses. On en a vécu des choses ensemble depuis près de 40 ans. Chez SFR, on s'engage chaque jour pour nos 25 millions de clients. SFR, on s'engage pour vous. Israël Bonds soutient Israël depuis 1951, lorsque la guerre contre le Hamas a éclaté. Les Israël Bonds ont répondu à l'appel, prouvant qu'ils sont beaucoup plus qu'un investissement. Ils sont un soutien essentiel. Les Israël Bonds sont des obligations émises par l'État d'Israël. En choisissant de souscrire à des Israël Bonds, vous investissez directement dans l'État d'Israël. Un soutien concret pour l'avenir d'Israël. C'est le moment. Bâtissons l'avenir ensemble. Danse, musique et magie vous plongent dans l'histoire de Jérusalem. This is Jérusalem, une comédie musicale inoubliable où le passé et le présent se rencontrent. Bienvenue au cœur de la ville la plus convoitée au monde. This is Jérusalem, une expérience unique seulement au Kikara Musica. Réservez vos places dès maintenant sur thisisjerusalem.co.il. Les équipes du Magen David Adom sauvent des vies. Ambulances, unités mobiles, dons du sang, secouristes. Ils sont sur tous les fronts, pour tous, sans distinction. En cette fin d'année, votre don peut tout changer. En France, chaque euro compte et chaque don renforce la capacité du MDA à intervenir plus vite, plus loin, plus fort. Cette année, faites un geste qui sauve. Soutenez le Magen David Adom. Parce que sauver une vie, c'est sauver un monde entier. Vous vivez en Israël ou préparez votre alia ? Félicitations. Vous avez un téléphone ? Parfait. Téléchargez gratuitement l'appli Olim et découvrez tout ce que nous avons à vous offrir. Prise de rendez-vous médicaux et administratifs, paiement de vos factures, vérification de dettes, traduction instantanée, recommandations de professionnels, suivi de demandes et bien d'autres choses encore. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, notre équipe parle votre langue et vous aide dans toutes vos démarches en Israël, à partir de 99 shekels par mois en illimité et pour toute la famille. Alors n'hésitez plus. Téléchargez l'appli ou contactez-nous. אני ודיין משדרות. אנחנו 16 בנות בתוך הנבחרת. אנחנו עובדים על המופע במשך 2 המופע מדבר על אירועי 7 באוקטובר. זה עוזר לנו להוציא את מה שחווינו, וזה גם חוויה, כי אתה עושה בעצם את מה שאתה אוהב לעשות, שזה משחק, ריקוד, וזה מוציא את מי שאנחנו באמת, זה גם עוזר. מוצאים את מי שאנחנו באמת, וזה גם עוזר להתרפא אותנו ממה שקרה, וגם כאילו זה גם חוויה, כי אתה מוציא את מה שאתה אוהב לעשות באמת, תבואו לראות אותנו.
De retour sur le plateau d'i24 News, toujours avec Caroline Sportes, Myriam Palomba, David Benichai et Meyer Habib. Que veut Donald Trump en Iran? Le président américain a déclaré espérer conclure un accord avec l'Iran après une mise en garde du guide suprême iranien sur le risque d'une guerre régionale si les États-Unis mettaient à exécution leur menace d'intervention militaire. Cet espoir de Donald Trump a inspiré cette question à l'équipe de Ça se débat. Donald Trump se débine-t-il face au Mollah? Myriam Palomba a répondu oui et Caroline Sportes a répondu non. Ça se débat, saison 1, épisode 53, face à face. Numéro 2, c'est parti. Myriam, vous avez 1 minute pour convaincre nos téléspectateurs. Caroline, vous enchaînez juste après. Tout le monde est prêt? Oui. N'oubliez pas, vous avez 1 minute pour convaincre et si vous dépassez, le buzzer. Myriam, c'est à vous. Ok. Alors moi je me méfie du double discours de Donald Trump. En tout cas une chose est sûre, on ne négocie pas avec les fous furieux iraniens, les mollahs islamistes qui, je le rappelle, il y a quand même 17 000 morts aujourd'hui de répression sur entre guillemets la révolution actuelle. Il y a 42 000 personnes qui ont été arrêtées dans l'indifférence d'ailleurs la plus totale. Donc pour moi on ne négocie pas avec ces gens qui sont des inhumains qui ont réduit à néant l'économie du pays. Je vous rappelle pas les taux d'inflation, le prix de leur monnaie qui ne vaut plus rien et surtout qui a atteint les libertés les plus fondamentales des êtres humains et des femmes. On ne négocie pas avec les mollahs. Si on a un minimum de conscience morale, on ne négocie pas avec eux. Ce serait une faute politique, mais de moralité de la plus haute importance si Trump se débinait cette fois. Merci beaucoup. Caroline, c'est à vous. Alors oui, voilà, moi je ne suis pas d'accord. Je pense véritablement que Trump n'a pas abandonné du tout la pression. Je pense qu'il l'a même intensifiée. Pour tout vous dire, si on remonte un peu dans l'histoire, déjà dès son premier mandat, il avait rompu la logique du compromis en se retirant de l'accord du nucléaire et en rétablissant des sanctions économiques extrêmement lourdes contre l'Iran. Il l'a bien compris, tant que le régime iranien, si le régime iranien n'est pas sous pression, ça ne fonctionne pas. Et puis la deuxième, c'est que les menaces militaires sont clairement très explicites et c'est en cela justement qu'il a pu ouvrir les négociations et que les négociations sont peut-être possibles. C'est parce que la pression justement est maximale. Le fait que l'Union européenne ait tout récemment reconnu les gardiens de la révolution comme groupe terroriste n'est pas non plus anodin. Et je rappellerai qu'au mois de juin dernier, c'était un peu le même scénario. Avant de frapper les États-Unis et Donald Trump avait lancé un ultimatum de 15 jours qui n'avait pas été respecté par la monarchie, comme le dit Amous. Donc je ne pense pas du tout qu'il y ait un fléchissement. David Benichai, plutôt d'accord avec Myriam ou avec Caroline? Non, je suis plutôt d'accord avec Caroline. Je pense qu'il y a un jeu. Le jeu, c'est une phrase assez simple en politique, c'est si tu veux la paix, prépare la guerre. C'est exactement ce qu'il est en train de faire. Là où, évidemment, je pense qu'il n'arrivera pas à ses fins, c'est que ce qui veut négocier, sous la pression d'Israël, il faut le dire, ce n'est pas juste l'arrêt du nucléaire, c'est aussi l'arrêt et la destruction d'une partie de ces missiles balistiques. Et la troisième chose, d'arrêter d'alimenter les proxys. C'est les trois choses sur lesquelles, ils risquent de ne pas être d'accord. Donc, éventuellement le nucléaire. Maintenant, il y a une autre chose qu'il faut voir, c'est que est-ce que vraiment aujourd'hui, parmi tous les grands stratèges, est-ce qu'il y a aujourd'hui le moyen réellement, par une attaque, de faire tomber le régime? Une grande question. Mais hier, avec Donald Trump multiplie les avertissements tout en affirmant vouloir négocier avec Téhéran. On arrive à le suivre? Moi, je pense que d'abord, tout n'est pas sur la table. S'il y a une guerre qui va démarrer, on n'est pas obligé de le dire sur un plateau de télévision aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que je ferais si j'étais Donald Trump. Grâce à Benjamin Netanyahu et grâce à l'État d'Israël, les proxys dont on a parlé, le Hamas, le Hezbollah, la Syrie, les Houthis sont extrêmement affaiblis. Aujourd'hui, il faut aller au bout. Il faut liquider le régime iranien pour ce peuple extraordinaire qui a besoin de liberté. Pour le peuple perse, qui est une des plus grandes civilisations, on est tout près de ça. De fait, de les remettre en cours, de dire attends, on va calmer doucement, c'est repartir pour mieux. Ce serait une erreur stratégique dramatique de Trump. Prix Nobel ou pas prix Nobel, il faut terminer le travail. Caroline Sportes, des discussions auront lieu vendredi entre Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères.
il y a un dialogue qui est enclenché. Oui, mais je pense que comme tout le monde l'a dit sur le plateau, pour le coup, on a l'air quand même à peu près tous d'accord. Ça n'empêche pas. Il privilégie la voie diplomatique, mais il reste très très ferme, Donald Trump, sur ses demandes. Bon, alors ce serait, j'avoue, hein, ce n'est que mon avis, mais ce serait un miracle que la monarchie accepte les demandes de Donald Trump. Mais je pense qu'il ne fléchira pas. Et je pense qu'il ne lâchera rien et il exigera justement ce qu'a rappelé David et notamment l'arrêt de l'enrichissement en uranium, etc. Et ça ne l'empêche pas d'avoir... je pense que la guerre est prête de son côté. Du côté américain, je pense que clairement, il est prêt. Ils ont continué à enrichir. C'est quoi les premiers accords à l'époque? Ils avaient bien promis d'arrêter d'enrichir. C'est bien ça toute la question. Ils vont enrichir, ils iront au bout. C'est des islamistes. La fin justifie les moyens. Oui, je pense qu'ils diront non. Oui. C'est la terquilla, c'est la dissimulation. Oui. Myriam Palomba, les négociations, diront non, c'est clair. Mais les négociations actuelles, elles ne portent pas sur le départ potentiel du régime ou sur l'arrêt du massacre de la population, les arrestations, les médecins qui ont soigné des blessés qui sont arrêtés. On part sur un autre sujet là, on part sur le nucléaire. C'est totalement différent. Oui. Lorsque Donald Trump dit aux Iraniens continuez de manifester, l'aide arrive, on est loin de ça pour l'instant. Oui, mais moi, c'est justement ça que je déplore et c'est pour ça que je suis très méfiante, sachant que derrière, vous avez la Turquie, l'Égypte et le Qatar, les nouveaux amis de Donald Trump avec qui il fait du business. Va-t-il abandonner la population pour des enjeux économiques et pour prendre les richesses de l'Iran? Moi, je trouve ça inadmissible, mais pas que de la part des Américains, même de l'Union européenne. Je trouve ça inadmissible qu'on ait laissé ce régime en place depuis toutes ces années et qu'on sait toutes les horreurs que ce régime fait à sa population et qu'on ne fasse rien, qu'on ne nous parle que du nucléaire. Ce régime doit dégager. C'est une question d'humanité, c'est une question de conscience et de moralité. Oui, c'est vrai. Oui. David Benichai. Je pense que tout est calculé du côté américain. David Benichai, regardez cette publication, parce qu'aujourd'hui, sur le compte X de l'Ayatollah Khamenei, en français, il y a eu toute une série de publications. On en a sélectionné une, parce que c'était une diatribe interminable. La récente sédition était une sédition américano-sioniste. On m'a informé que la CIA américaine et le Mossad des sionistes avaient mobilisé tous leurs moyens sur le terrain. Pourtant, ils ont échoué. Le plan de la sédition avait été dévoilé. Elle était dirigée de l'extérieur. David Benichai, c'est toujours de la faute des sionistes. Ah non, mais c'est pas une question de faute ou pas de faute, c'est une question d'éléments de langage pour contenir. Il y a une population qui est en train de mais se... il sait très bien à qui il parle en français. Khamenei sait très bien à qui il parle lorsqu'il fait des tweets comme ça en français. C'est des éléments de langage, c'est de la propagande, ça fait partie de la guerre psychologique. C'est aussi ce type de sortie, de tweets et de machin. Non, évidemment. Je prends pas ça au sens essentiel, je prends ça en termes de stratégie pour essayer de montrer les muscles. Je ne suis pas certain qu'il soit capable aujourd'hui, l'Iran soit capable aujourd'hui de se confronter à une vraie guerre. Je ne suis pas certain du tout. Mais le problème, c'est que ça ne marche plus. Israël a signé les accords d'Abraham, les Émirats, le Maroc, le Soudan, il y a d'autres pays, et ça va arriver bientôt. Donc pendant longtemps, le ciment du monde arabe, c'était le sionisme, la haine d'Israël. Hélas, ça ne marche plus. On va terminer très vite avec les Iraniens. Read my lips. Dans 3 mois, le régime tombe. Ouais, c'est ça. On retient. C'est enregistré, Magnéto. Caroline Sportes, moi je pensais que, naïvement, allez, je vais me faire un peu le naïf du plateau, que le régime nucléaire, que le nucléaire iranien était une affaire presque résolue après les frappes de la guerre des 12 jours. On voit que ce n'est pas le cas. Non, visiblement, c'est pas le cas. Mais je pense très sincèrement que tout est calculé. Je ne peux pas imaginer un seul instant que ce soit pas de la stratégie du côté américain, en accord certainement avec le gouvernement israélien. Voilà, on connaît un peu la stratégie de Trump, de noyer le poisson, de donner des informations un peu contradictoires, mais je pense qu'il sait très très bien ce qu'il fait. Myriam Palomba. Non, mais juste un mot par rapport à ce que vous avez dit, Raphaël. À aucun moment donné, il a été dit que le nucléaire a été détruit. Ce qui a été détruit, c'est les moyens d'envoyer le nucléaire, les rampes de lancement, les missiles. Ça, ils ne peuvent pas le faire. Par contre, la matière fissile, elle n'a pas été détruite, elle est là. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. Ce serait très compliqué même de la détruire, parce qu'au niveau radioactif, c'est très compliqué. Il faut la confisquer. Ce n'est pas fait, ça, encore. Myriam Palomba, la position de la France... Au mois de juin, on avait compris un peu ça. Bien sûr, la position de la France. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une question naïve. La position de la France, Myriam Palomba, Jean-Noël Barrot appelle de son côté l'Iran à
de concessions majeures pour éviter une escalade militaire. J'imagine que vous applaudissez Jean-Noël Barrot pour cette déclaration choc. Ah bah, je lui dis merci. Vous êtes un grand diplomate, un grand ministre des Affaires étrangères, comme chacun sait. C'est minable. Franchement, c'est minable. Je sais pas comment ces politiciens peuvent manquer autant d'humanité. Je trouve ça horrible. C'est une réponse glaciale, indifférente. En même temps, avec Emmanuel Macron, la diplomatie française a payé le prix fort et tout ce qui peut être dit par ce gouvernement ne sert plus à rien puisque nous ne pesons pas lourd dans la diplomatie internationale. Mais moi, au-delà du nucléaire, j'en fais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pour moi une question de moralité et je crois que il est temps de virer ces fous furieux qui sont juste des barbares et des terroristes. Merci. Et de toute façon, Raphaël, juste un mot. Je pense pas. Excusez-moi, juste un mot. Je pense pas que les États-Unis aient déplacé tout leur arsenal militaire pour faire joli, vu ce que ça coûte tous les jours. Donc, j'imagine pas autre chose qu'une attaque, personnellement. Ok. Bon, on verra. On verra sur ce plateau. On n'est pas obligé de l'utiliser puisque ça coûte encore plus cher. Donc. Nous suivrons ça évidemment sur i24 News. Allez. On redescend un peu la pression et on va faire une interview un peu plus légère sur le compte Instagram de Massa France. La description est la suivante. Massa te propose une multitude de programmes en Israël qui changeront ta vie à tout jamais avec un emoji soleil. Interview changement de vie à tout jamais du tac au tac avec Yona Cheno, conseiller en programme Massa. C'est tout de suite. Bonsoir Yona Cheno, merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Massa a organisé des salons récemment à Lyon, Paris et Marseille. Racontez-nous cette semaine. Bonsoir Raphaël. Alors oui, effectivement, c'est une semaine assez intense dont on vient de sortir et qui s'est terminée par le salon de Paris, qui est donc chaque année organisé. C'est un événement annuel organisé par Massa à Paris tous les ans, qui a réuni cette année plus de 2000 participants. Voilà, ça s'inscrit dans une série de salons, d'événements qui sont organisés tout au long de. Donc c'était la semaine dernière dans différentes villes en France, notamment Lyon et Marseille, où des centaines de participants ont été réunis. C'est l'occasion pour eux d'entendre, de se renseigner sur les opportunités qui existent en Israël. Pour eux, alors c'est à partir de 16 ans jusqu'à 34 ans, voire même 40 ans aujourd'hui pour certains programmes. Quelles sont les questions que vous posent les jeunes qui sont intéressés par Massa ? De façon générale, je sens un souhait très fort de se rapprocher d'Israël. Une volonté de venir approfondir son identité juive et alors ça se traduit bien sûr par des questions concrètes sur par exemple des questions de quelles études faire en Israël, sur pour certains qui pensent déjà à un parcours par exemple d'intégration. Quel parcours entreprendre. Ça va être pour d'autres personnes des programmes aussi qui vont leur permettre d'intégrer le marché du travail en Israël avec par exemple des stages dans différents domaines. Yona, j'imagine que ces jeunes sont aussi très marqués par la hausse des actes antisémites en France depuis le 7 octobre. Oui, effectivement. Alors, en tant que conseiller Massa, moi, mon rôle, c'est effectivement donc de présenter les différentes opportunités qui existent aujourd'hui en Israël pour les jeunes qui souhaitent en France, faire ce pas de faire cette expérience longue en Israël. Je rappelle simplement que Massa, c'est une expérience à durée limitée qui va durer au minimum 4 mois et au maximum on a des programmes qui font une année scolaire, 10 mois. Et alors, bien sûr, en tant que conseiller Massa, j'entends les jeunes me parlent, les familles me parlent. Effectivement, l'expérience de l'antisémitisme en France existe et il y a moi une phrase que j'ai retenue de l'un des participants de l'un des programmes justement qui accueille des participants post-bac qui m'a marqué, qui disait que l'antisémitisme dans le contexte récent, dans les 2 ans et demi dans les 2 ans et demi
qu'on a passé avait non seulement rien changé à son souhait de venir en Israël, mais surtout l'avait renforcé encore plus. Et quels sont les programmes, les 2-3 programmes peut-être qui attirent le plus? Alors les programmes qui attirent le plus, ça dépend des périodes de l'année, mais je vous confirme que les programmes post-bac sont parmi les plus populaires à Massa. C'est des programmes qui vont permettre de préparer des études en Israël. Également, les études juives sont très appréciées des participants français avec les programmes en yeshiva et en séminaire. Et on a également les programmes, tout ce qui est développement professionnel qui marche particulièrement bien avec notamment des programmes de stage qui permettent d'intégrer directement des entreprises israéliennes, de rentrer dans le vif du sujet du marché du travail en Israël après un diplôme. Petite confidence personnelle. Plus récemment, bien sûr, excusez-moi, des programmes aussi de volontariat qui ont été mis en place justement dans les 2 dernières années. Bon, petite anecdote personnelle. Mon épouse a fait 2 programmes Massa consécutifs avant de trouver un travail en Israël et de faire l'Alia avec moi. De mon côté, Massa m'a aidé à financer mon année d'études ici en Israël, donc j'ai un lien particulier avec Massa. Meir Habib. Bravo à Massa. Il y a beaucoup de surprises, de nouvelles qui vont arriver. On en a encore parlé tout à l'heure avec le Premier ministre pour les Juifs de France. Il y a une importance stratégique pour l'État d'Israël, pour son gouvernement, de faire venir tous les Juifs qu'il souhaite. Ça ne veut pas dire que tous les Juifs vont quitter la France. La majorité va rester en France. Mais ceux qui doivent venir, c'est une alia qualitative qui est sioniste, qui est proche des valeurs juives. Massa fait un travail remarquable. Et croyez-moi, dans les années à venir, ça ne va faire qu'augmenter. David Benishai. Alors, 2 petites remarques. La communauté juive française est bien la seule qui, dans un moment d'adversité, c'est un élément du sionisme français qui est assez intéressant, ils arrivent. Ça, c'est la première chose, on l'a vu pendant la seconde intifada. Et on peut les saluer. Le deuxième élément qui est important, je ne suis pas sous le même angle que Meir, l'élément important, c'est la résilience israélienne. C'est-à-dire qu'on sort de la guerre, on est à la veille peut-être dans le truc, et déjà tout se remet en place pour permettre à nos jeunes d'arriver en Israël. Et ça, moi, c'est quelque chose dont je suis profondément admiratif, cette capacité de cette société de se remettre sur pied rapidement et de revenir business as usual à une vie et permettre, continuer à accueillir des jeunes à Massa. Caroline Sportes. Ah oui, moi aussi, Raphaël, comme vous, moi j'ai un lien tout particulier avec le programme Massa parce que j'ai un de mes gendres que j'embrasse bien fort qui l'a fait juste après son bac et qui est venu en Israël donc avec ce programme qui lui a permis clairement d'apprendre très très bien l'hébreu à l'Ulpan, de faire des études, etc. Donc je ne peux que conseiller l'expérience Massa, c'est absolument formidable et je salue vraiment ces stages et tout ce que ça génère. Myriam Palomba, on vous écoute. Est-ce qu'il y a des stages Massa pour des jeunes femmes adultes, 49 ans, qui galèrent dans leur métier parce qu'elles ont trop critiqué le gouvernement français? On vous laisse répondre, Yona, pour le mot de la fin sur cette séquence. Allez-y. Alors, effectivement, il y a des conditions de participation qui peuvent être qui sont ce qu'elles sont, mais voilà, toute personne, bien sûr, qui souhaite participer et qui souhaite contribuer et contacter les conseillers Massa, bien sûr, sont invités à le faire. Voilà, c'est sur notre site. Si quelqu'un souhaite, par exemple, connaître les différentes options qui s'offrent à lui, quel que soit son âge, quel que soit justement son parcours, il peut se rendre sur notre site, réserver un appel. C'est quelque chose qui est très simple à faire, qui prend 2 minutes. Et je pense que voilà, ça peut vraiment aider à faire le pas vers cette expérience exceptionnelle. Merci beaucoup, Yona Cheno, d'avoir accepté notre invitation sur i24 News et longue vie à Massa, évidemment. Merci à tous. Oui, c'est l'heure de la carte blanche de Julien Assal. Salut tout le monde. Allez, Raphaël, aujourd'hui, c'est la Chandeleur et tout Bishvat. C'est marrant cette phrase quand même. Hein. C'est tellement marrant que je vais la redire. Aujourd'hui, c'est la Chandeleur et tout Bishvat. La Chandeleur, c'est le seul jour de l'année où une crêpe décide de ton avenir financier. Selon la tradition, si tu fais sauter la crêpe en tenant une pièce d'or dans la main,
Tu auras de l'argent toute l'année. Du coup, je l'ai fait, j'ai réussi, mais mon compte est toujours le même en perte, puisque j'ai parié sur l'OM ce week-end et on s'est fait égaliser à la dernière seconde pour changer, Raphaël, pour changer. Du coup, on change aussi de fête, puisque c'est aussi Toubishvat, la fête des arbres. Là, c'est plus terre à terre, hein. Car là, on te dit plante un arbre, mais pas de miracle, pas d'argent, mais t'as un arbre. Voilà, au moins pas de promesses, pas de pièces en or. Faut dire une phrase, silence, ça pousse. Conclusion, la Chandeleur, comme beaucoup d'autres choses, c'est surtout une tradition où malgré la preuve sous tes yeux, le mythe continue. Et c'est exactement la même chose lorsque Marion Maréchal dit qu'elle ne croit pas que Jean-Marie Le Pen était antisémite. Jean-Marie Le Pen, le gars a quand même enchaîné les punchlines racistes comme s'il faisait du stand-up en roue libre, hein. Il a été condamné plusieurs fois, hein. Il n'a pas qu'un casier judiciaire aujourd'hui. Il a tous les casiers possibles, là, même ceux du lycée. 22 surveillants. Jean-Marie Le Pen antisémite? Pas du tout. Non, le pauvre, c'est juste un humoriste incompris, condamné par erreur. D'ailleurs, est-ce par erreur que Justin Bieber s'est fait tatouer sa femme Hailey Bieber sur le dos? Bien sûr que non. Voilà, et moi, je vais faire pareil. Je vais me tatouer ma BFF numéro 2, Myriam Palomba, sur le nez. Voilà, j'ai tellement de place, autant en profiter. Allez, à demain, Raphaël. Merci beaucoup, Julien Lassalle, pour cette carte blanche. Et vous évoquiez dans cette carte blanche la fête de Toubishvat, l'occasion pour moi de souhaiter une très bonne fête de Toubishvat à tous nos téléspectateurs. Et regardez, une belle corbeille que nous avons reçue pour Mais regardez, nous aussi. Hein. Alors ici, à Tel Aviv... Oh là là, attends, fais tout tomber. Alors voilà, à Tel Aviv, on va remercier les corbeilles de Linoy. Les corbeilles de Linoy. Allez les voir sur Instagram, vraiment, c'est magnifique ce qu'ils proposent. Les corbeilles de Linoy ici à Tel Aviv. Et à Paris, vous avez une corbeille de Foudeli. Foudeli, voilà. C'est ça, la corbeille qui s'affiche. Merci beaucoup. On peut enlever les visuels peut-être, comme ça on peut montrer la corbeille directement à nos téléspectateurs. Et on va dire un petit mot tout de même sur ces... Voilà, Foudeli. Et on va dire un petit mot sur cette très belle fête de Toubishvat. Voilà, vous avez... Il y a tous les petits éléments de la fête. Allez-y, David. Un mot. Il y a une phrase fondamentale qui fonde cette fête, qui a Adam ou Etz Hasadeh, parce que l'homme est un arbre. Et il y a une représentation talmudique de la façon dont l'homme est pareil à un arbre par rapport à ses branches et par rapport à ses racines. Donc c'est ça que raconte la fête de Toubishvat, qui a Adam ou Etz Hasadeh. Il y a une très belle chanson, un poème de Nathan Zar qui est chanté par Norit Galron et Shalom Chanor, que je vous invite à écouter. Meir, avez un mot sur cette fête de Toubishvat? Toubishvat, c'est la renaissance d'Eretz Israël, c'est la terre, c'est les fruits, c'est la nature, c'est la Judée, c'est la Samarie, c'est l'ensemble d'Eretz Israël. qu'on est en train de faire refleurir. Et ça, c'est un bonheur absolu. Voilà, et on a même eu le droit à ce petit guide pour toutes les brachot, pour toutes les prières en phonétique et en hébreu. Vraiment, le plateau est absolument magnifique. Je ne sais pas pour vous à Paris, mais ici, c'est magnifique à Tel Aviv. Est-ce que c'est aussi super beau à Paris? On vous écoute, Myriam. Alors, c'est super, franchement. Moi, j'aime beaucoup cette fête parce que c'est l'une des rares qui fait pas grossir, fait pas prendre 300 kilos en une bouchée. Donc, non, c'est le comment on appelle ça? Le plateau est super beau et les fruits sont magnifiques. Merci beaucoup. Et je confirme que tout y est. Hein. On a vraiment tous les fruits. On a les olives, on a les petits gâteaux. C'est vraiment formidable. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. Sa source à une phrase de la Bible, Eres, Chita, Usora, Vegefen, Utena, Verimon, Eres, Zet, Shemen, Udvash. C'est-à-dire, et on énumère tous les fruits d'Israël, ça c'est écrit dans une de nos parachiotes de la Torah, du Sefer Devarim, et 4000 ans après aujourd'hui, sur le plateau avec vous, Raphaël, on fête la fête de Toubishvat. C'est un moment extraordinaire. Encore une petite anecdote personnelle. Moi, je vais vous dire à quoi ça me fait penser, cette fête de Toubishvat. J'ai grandi au Talmud Torah de Sarcelles, avec le rabbin Gage, qui est figure extraordinaire du judaïsme algérien et qui a cimenté cette communauté juive de Sarcelles. Et pour la fête de Toubishvat, il venait et on chantait, on était enfants et ces chants qui nous restaient en mémoire. Et c'était toujours lui et ses filles d'ailleurs qui étaient aussi qui enseignaient au Talmud Torah de Sarcelles dans la grande synagogue. C'était toujours des liens avec l'État d'Israël. Mon père est né ici, mais aussi d'un autre côté, c'est peut-être aussi de là qu'est venu ce sionisme-là, ce sionisme lié à la religion. David Ben Ishai, voilà, c'est magnifique, c'est Toubishvat. On va faire la bracha. On peut faire la bracha, allez-y. D'abord, s'il y a du raisin. Alors voilà, il y a le raisin. Il faut commencer par le raisin. Voilà. Dans la première escrita, où sera Geffen. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boreh peri haetz. Amen. Amen.
Amen. Voilà. Bon, on va continuer en off, mais Habib David Ben Ishai, Caroline, je vous laisse vous régaler avec Myriam. Je vous remercie à tous et merci beaucoup à Chana, la productrice, la chef d'édition, mon binôme sur cette émission. Bravo Chana, on l'aime beaucoup. Eu ce partenariat avec vraiment de Les Corbeilles de Linoy à Tel Aviv et Foodeli à Paris. Merci beaucoup. Magnifique idée, Bonne soirée. Bravo Raphaël, bravo à toute votre équipe. Merci beaucoup. Voilà, c'est Chana qui est en régie, qui est dans mon oreillette. Voilà. Merci à tous. Tout de suite, le journal de Dror Even Sapir, 22h, suivi du grand oral présenté par Michael Darmon. Je vous souhaite une très belle fête de Toubishvat. Restez avec nous sur les 24 News. À très vite.